Valsé, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case. Parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie. Parce que je suis tout ça à la fois. Je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers J'envoie valser est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect serait la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, j'envoie valser les relations toxiques ordinaires. J'aimerais explorer avec vous ce qu'est une relation toxique ordinaire et comment peut-être assainir des relations et améliorer des situations que vous êtes en train de vivre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour ou bonsoir à tous, ce sera un bonsoir pour moi puisque pour une fois j'enregistre le podcast le soir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e épisode. Déjà 7 épisodes, d'ailleurs je trouve que ça passe vite, je ne sais pas pour vous de votre côté. Alors pour ce 7e épisode, j'avais envie de vous parler de ce que moi je vais appeler les relations toxiques ordinaires. Donc c'est mon appellation personnelle et je vais faire en fait pourquoi cette appellation, parce que je vais faire le parallèle avec ce que nous on appelle en parentalité et en éducation positive, les violences éducatives ordinaires. Alors je vous invite à vous renseigner dessus, que vous soyez parent ou pas. D'ailleurs ça peut vous intéresser parce que encore une fois tout ce dont on parle pour les enfants, je trouve que ça s'adresse aux adultes et parfois on vit tous des violences ordinaires, on va dire, sur lesquelles on ne porte pas forcément attention en fonction aussi de notre curseur. Alors les violences éducatives ordinaires, je pourrais faire un parallèle assez grossier sur par exemple quand vous coiffez un enfant et que vous lui tirez les cheveux. Alors je parle pas de je le coiffe et je fais très attention à comment je le coiffe et à des moments ça lui tire les cheveux et en fait je coiffe et je tire les cheveux parce qu'en fait c'est pas grave si ça tire les cheveux. Je sais pas si vous voyez la petite nuance, mais il s'agit de ça, mais je vous invite à vous renseigner là-dessus pour avoir des exemples plus concrets parce que c'est pas le sujet de l'épisode. Et du coup je voulais vous parler moi de relations toxiques ordinaires. Donc des relations toxiques, elles sont pas toxiques comme par exemple une relation que vous pourriez avoir avec un pervers narcissique ou de la grosse dépendance affective qui relève là encore de la psychothérapie. En quel cas je vous invite, si vous avez l'impression d'être dans ces situations-là, d'aller consulter le spécialiste adéquat pour cela. Moi je vais vous parler de relations peut-être quotidiennes que vous avez avec des gens que vous aimez et probablement même avec votre famille, avec des gens proches ou parfois même avec des amis, mais qui sont un petit peu toxiques en ce sens qu'elles sont pas très saines, mais il y a un curseur où on n'est pas, voyez, dans des sujets qui relèvent vraiment de la psychothérapie et qui sont plus graves. Malgré tout, ce sont peut-être des relations sur lesquelles on peut travailler et en tout cas, l'idée de cet épisode, c'est d'assainir, si je puis dire, nos relations. Alors je vais vous parler et ça va être mon angle d'attaque. Je fais le choix d'attaquer ce sujet par cet angle-là. Je vais vous parler d'analyse transactionnelle.
Ça c'est pour votre culture perso, si ça vous intéresse de savoir d'où viennent les références. Je crois qu'on peut traiter ces choses-là de plein de manières bien évidemment différentes et en espérant que celle-là peut-être résonne en vous. Mais voilà, alors je vais vous parler donc, et je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la communication dans la saison 1, du triangle de Karpman. Alors le triangle de Karpman, c'est une modélisation de nos relations. C'est un peu... l'idée, c'est qu'on met en lumière ce qui se passe dans une relation à travers, comme si c'était une pièce de théâtre. Hein. C'est pour vous aider à modéliser ça. Et donc, alors je vais vulgariser le concept. Hein, pour les gens qui sont spécialistes d'analyse transactionnelle, ne m'en voulez pas. Je vulgarise, je ne suis pas spécialiste en analyse transactionnelle. Donc voilà. Mais je pense quand même que, même en vulgarisant le triangle, je trouve que c'est assez parlant. En tout cas, moi, premier jour de formation de coaching, on m'a parlé de ça et ça a éclairé beaucoup de choses, et notamment sur ma posture de professeur. Donc voilà. Alors, l'idée, c'est que dans cette pièce de théâtre, vous avez 3 rôles joués finalement par 2 personnes. Pas besoin d'être 3. Vous avez la victime. Alors, la victime... pour les jeunes, la vicose, je sais même pas si les jeunes disent ça. Bon, ça c'était un aparté, c'était le soir, vous voyez, on a un peu plus la bêtise dans le corps le soir. La victime, c'est cette personne qui va peut-être subir certaines situations de sa vie. Alors attention, elle n'est pas coupable de ça. Hein. On vit tous des moments plus ou moins agréables dans notre vie. Et donc, elle va être dans la recherche, peut-être d'attention. En tout cas, elle va être dans la recherche d'un sauveur. Ça, c'est notre deuxième rôle, le sauveur. Le sauveur, c'est cette personne pleine de bonnes intentions, bien évidemment, qui va chercher à venir secourir une victime. Donc lui, il est plutôt en recherche de sauver cette victime, et lui, il va satisfaire un besoin de se sentir utile, un besoin de reconnaissance, tout ce genre de choses. Hein. Mais en tout cas, il est plein de bonnes intentions. Et puis, vous avez ce troisième rôle qui va intervenir, qui est le persécuteur. Alors, je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre le cas d'un professeur de danse, parce que peut-être qu'il y a des professeurs de danse qui m'écoutent, et comme c'est mon domaine de prédilection, je vais parler de ce que je connais. Vous voyez, c'est un peu... vous êtes professeur de danse, généralement on a un peu le syndrome du sauveur, nous les profs. Pas tous, bien évidemment, et puis c'est pas grave hein, d'être un sauveur. Ce qu'il faut, c'est juste en avoir conscience et après pouvoir bosser dessus, mais vous allez peut-être prendre un élève sous votre coupe. Peut-être un élève qui n'a pas confiance en lui, qui se sent un petit peu délaissé, qui peut-être a une vie familiale un petit peu compliquée, parce qu'on le sait, être professeur de danse, c'est aussi faire du social et de l'humain, avant tout même, je dirais. Et vous allez le prendre sous votre aile, vous allez lui offrir des stages, vous allez l'emmener avec vous, lui faire connaître du monde, voilà, faire plein de choses en tout cas pour l'aider, peut-être même lui mettre le pied à l'étrier dans sa carrière, tout ça. Et puis... donc vous avez votre victime hein, en face de vous, c'est-à-dire ce petit être, oh le pauvre, il a besoin de moi, il a besoin de quelqu'un qui l'aide, et puis lui dans sa position de j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai pas confiance en moi, je ne suis pas à la hauteur, oh grand Dieu, quelqu'un qui croit en moi, vous voyez, bon j'exagère un petit peu les traits, hein, vous l'avez compris. Et puis, et puis à un moment donné, cette victime va peut-être se rebeller. Vous voyez, quand vous allez lui dire, mais attends, après tout ce que j'ai... Parce que vous allez vous rebeller aussi, à un moment donné, vous allez peut-être en avoir marre, il y a peut-être des comportements qui vont plus vous plaire, et vous allez dire, mais attends, après tout ce que j'ai fait pour toi. Et là, la victime de vous dire, mais en fait, je t'ai rien demandé. Et vous voyez, chacun à votre tour, vous allez passer dans le rôle du persécuteur, et donc vous qui étiez sauveur, vous allez être finalement la victime de votre victime, qui est passée, elle, en persécuteur, et puis après, vous allez vous rebeller à votre tour, monter sur vos grands chevaux, devenir le persécuteur de votre victime, qui restera une victime, etc. Bref. Voyez un petit peu, et c'est le cercle vicieux. Alors, je ne sais pas si ça éclaire vos relations. Moi, ça a beaucoup éclairé, en tout cas dans ma posture de professeur de danse, mais même dans ma posture de parent. En ce sens que, bon, en parentalité, on essaye de développer l'autonomie de nos enfants, et moi c'est un exercice, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, de laisser en autonomie mes enfants et trouver le juste milieu. S'il y a des parents qui m'écoutent, vous allez probablement d'ailleurs ça m'aiderait que vous vous reconnaissiez dans ce que je dis, parce que sinon je vais me sentir un petit peu seule, mais de ce truc de je veux développer son autonomie, et en même temps je vais être là pour l'aider s'il en a besoin. Donc vous voyez, moi c'est des fois je vais laisser ma fille galérer à mettre ses chaussettes jusqu'à temps qu'elle me demande de l'aide. Même chose pour mon fils. Voilà, mais pour moi qui suis, et je vous le dis en toute transparence, un sauveur,
voyez. Du coup, je me soigne. Je me soigne pourquoi? Parce que quand on est un sauveur, et là je vais vous dire une phrase que je dis souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bien évidemment que nous sommes des personnes pleines de bonnes intentions, on veut aider les gens, les accompagner, peut-être comme nous ne l'avons pas été, etc. Sauf que il faut bien garder en tête que, en tout cas nous, c'est le postulat dont on part en coaching, c'est que chacun agit pour lui. Donc quand j'agis comme ça, et même à travers l'action la plus altruiste, je suis en train de satisfaire mes propres besoins. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas plein d'empathie et que je n'ai pas un côté altruiste dans ma personnalité, mais en tout cas, je suis en train de satisfaire, comme je vous le disais tout à l'heure, probablement mon besoin d'être utile, mon besoin de reconnaissance, plein d'autres besoins qu'un sauveur peut avoir. Et ma victime, elle est en train de satisfaire probablement un besoin d'attention, un besoin d'affection, un besoin de se sentir important, peut-être même de se sentir appartenir, etc. L'idée, vous voyez, ça va être de casser ce lien qui peut créer une dépendance un petit peu malsaine. Et finalement de remettre du cadre. Et la clé que je vous donne tout de suite pour sortir de ce triangle infernal, ça va être le cadre. Et finalement, je m'aperçois, en ayant ce truc-là en lumière, que ce sont des situations qu'on vit au quotidien. Moi, des fois, ma maman, que j'aime très fort, c'est pas le souci, mais elle a ce comportement un peu de sauveur. Et hier, ça m'est arrivé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu l'idée de cet épisode aujourd'hui. Elle était pleine de bonnes intentions. Elle voulait aider mon mari. Ça fait bizarre de dire ça, pardon, parce que je suis mariée depuis pas très longtemps, mais mon mari parce qu'il s'est blessé à la côte et tout. Et en fait, en voulant l'aider, c'était trop quoi. C'était trop et c'était même étouffant. Mais attention, c'était c'était adorable de sa part, c'était vraiment pour se rendre utile, pour nous aider, etc. Sauf que ça en devenait un petit peu lourd et surtout ça faisait pas avancer le truc, vous voyez. Et vous allez me dire, mais enfin, tu es une personne absolument horrible, ta maman voulait t'aider et tu n'as pas voulu de son aide. Non, mais c'est parce que je n'ai pas demandé. Et en fait, je suis assez grande, à 40 ans, et mon conjoint aussi, s'il a besoin d'aide, de le demander. Et en fait, la clé se situe là, et moi, je vais vraiment vous partager ce qui, moi, m'a aidé, en fait, et ce qui m'aide aujourd'hui, ce qui me motive à travailler sur cet aspect de ma personnalité, c'est quand j'ai compris que quand on est un sauveur comme ça, alors c'est vrai que je me place beaucoup du côté du sauveur, mais après je vais vous parler de la victime aussi, promis. On prive notre victime de sa puissance personnelle. Parce que finalement, si on agit comme ça, c'est soit pour prendre soin, soit pour encourager et donner confiance à la personne. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, on prive, vous voyez, je prive mon enfant d'autonomie. Je ne lui montre pas qu'il est capable d'enfiler ses chaussettes puisque je le fais à sa place parce que je veux l'aider, au lieu de le laisser galérer et apprendre en fait, parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est un peu comme ça nous vient pas à l'idée, a priori, de prendre un enfant, de le mettre sur ses pieds et de le faire avancer. On le laisse faire seul, on le laisse se casser la farigounette. Bien évidemment, on fait attention à ce qu'il se prenne pas le coin de la table, etc. Mais on le laisse faire son expérience, voyez. Et c'est ça pour toute la vie. Et vous voyez, même à 40 ans, des fois, c'est ça. Et en fait, voilà, puisque moi, mon intérêt est un des traits de ma personnalité, vraiment, c'est peut-être d'accompagner les autres. Alors, probablement, et c'est sûr, parce que j'ai besoin de me sentir utile, tout simplement, parce que sinon, c'est un petit peu chiant, la vie, perso, si je me sens pas utile, mais... Du coup, mon but est d'accompagner les gens et de révéler leur potentiel à travers la danse et finalement à travers le coaching aussi. Et c'est donc de leur prouver qu'ils ont confiance. Or, pour leur prouver qu'ils peuvent avoir confiance en eux et pour développer cette confiance, ils ont besoin d'aller la chercher en eux. Et pas que moi, je leur mâche le travail. Donc, personnellement, c'est ça qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide, même si... des fois, vous savez, vous avez un naturel, des fois des phrases qui sortent, des actions comme ça et tout. Bon, mais j'en ai conscience et après je rectifie. Et quand on est victime, on est un peu dans cette position où on subit en fait. On subit une situation, on attend qu'on nous aide et parce que finalement on ne se croit pas capable de faire les choses par nous-mêmes. Et c'est dommage parce que on est tous capables de grandes choses. Après, il faut croire en nous et ça c'est autre chose, mais... on est capable. Donc on a besoin de se prouver qu'on est capable et au lieu de se prouver qu'on est capable, on attend et on laisse faire les gens faire à notre place. Et c'est là où, attention, encore une fois, et je préfère repréciser le contexte, je parle de relations toxiques ordinaires, je ne parle pas, vous voyez, vraiment de dépendance et je ne dis pas qu'une victime est coupable. De la même façon que je ne dis pas qu'un sauveur est coupable.
d'accord? Je dis que chacun est responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il veut. Et c'est ça la différence, c'est quand je suis victime et que je vis une situation désagréable, j'ai le droit de ne pas être bien, j'ai le droit d'avoir besoin d'affection, besoin d'attention, besoin d'aide, tout simplement. Et ma responsabilité se situe au niveau de, je vais vous poser une question que je pose très souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on veut quelque chose? Je vous laisse réfléchir et répondre à cette question de votre côté, mais on le demande. Tout simplement. Alors tout simplement, non, vous voyez, c'est pas si simple de demander de l'aide parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes autour de ça, comme quoi on est faible, comme quoi on peut pas y arriver tout seul. Et si je demande de l'aide, c'est que je peux pas y arriver seule, parce que en fait à un moment donné, et ça c'est très important, la confiance en soi, c'est pas se sentir capable de tout faire. C'est connaître ses ressources, son potentiel et ses limites. Et accepter ses limites et peut-être pour repousser ses limites, demander de l'aide pour apprendre de nouvelles choses. Vous voyez, tout ça c'est une perception. Hein. Et demander de l'aide, c'est une vraie capacité. Ça demande de la remise en question, ça demande de l'humilité et ça demande beaucoup de qualité. Donc, tout ça pour vous dire que si vous identifiez des situations comme ça, ou des fois peut-être que vous n'avez pas conscience, vous vous sentez étouffé par le comportement d'un de vos proches, que ce soit une victime ou que ce soit un sauveur, parce que moi avant j'avais pas conscience que certains comportements, certaines situations que je vivais au quotidien, je sentais, vous voyez, cette oppression, ce truc qui me dérangeait dans la situation, et parfois même cet agacement dont je pouvais faire preuve envers des personnes que j'aime profondément. Et je vous avoue, ça me plaisait pas du tout d'être agacée comme ça et d'être agacée très vite. Vous savez comment c'est avec les gens qu'on aime. C'est bizarre d'ailleurs. La casquette de coach et toutes ces choses qu'on sait, elles sautent plus vite, vous voyez. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est le côté sauveur. Et puis, à des moments, hein, j'endosse aussi parfois mon costume de victime quand je vis des situations avec des amis ou avec des proches où je me sens un petit peu prise au piège et je me dis, oui, mais la personne, elle aurait pu penser que et tout. En fait, non, c'est à moi de reprendre les rênes sur la situation, de reprendre finalement du pouvoir sur ma situation, la situation que je suis en train de vivre et de poser mes limites. Alors, pour rétablir du cadre, et pour sortir de ce triangle et ou ne pas y rentrer, tout simplement, c'est vraiment la clé de rétablir un cadre dans nos relations. Ce cadre, même quand vous êtes dans une relation amoureuse, il y a un cadre. Je vous donne un exemple de cadre tout simple. Probablement que vous avez défini ce qu'était pour chacun la fidélité. Ça, c'est le cadre. La façon dont vous vous parlez, la façon dont vous gérez votre relation pour plein de choses. Avec vos amis, c'est pareil. Voyez, par exemple, je sais pas, il y a des amis, ils peuvent vous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il y en a d'autres, peut-être pas, mais à un moment ou même dans le cadre du travail. Alors dans le travail, on imagine plus le cadre. Hein. À partir de 18h ou 19h pour les Parisiens. 20h pour ceux qui ont des boulots très prenants, on s'appelle plus, hein, on s'envoie plus de mails, tout ça, on travaille pas le week-end, vous voyez, il y a un cadre un petit peu tacite. Mais justement dans les relations d'ordre privé, souvent ce cadre, il est tacite, mais en fait chacun a son curseur. Donc c'est important parfois, soit c'est sûr que quand tu deviens pote avec quelqu'un, tu te dis, alors écoute-moi bien, moi j'aime pas trop quand on me dit ça, j'aime pas trop. Non, ça se fait au fur et à mesure, mais ne pas hésiter à rétablir un cadre, ou en tout cas vous être conscient de vos limites, que ce soit en tant que sauveur ou en tant que victime, pour ne pas aller vers ce fameux rôle du persécuteur. Rétablir un cadre, c'est pouvoir dire à une personne, en l'occurrence, et c'est ce que j'ai fait hier avec ma maman, de lui dire, écoute, merci beaucoup, parce que je l'ai remercié, parce que je sais à quel point ça part d'un bon fond, d'une bonne intention de sa part, et je lui dis, écoute, merci beaucoup de vouloir ça, mais là, en fait, Julien est en capacité, lui, tout seul, de demander de l'aide à des moments. C'est pas la peine d'anticiper ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire avec sa blessure. Il est grand. Alors lui, il a pas 40 ans parce que les gars, je suis une cougar. Il a 3 ans de moins que moi, mais voilà, il est en capacité tout seul de dire ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire.
voilà, c'est aussi pouvoir peut-être remettre des limites avec un ami, une amie, et de lui dire on peut se voir de telle heure à telle heure, mais moi des fois j'ai des amis avec qui on s'appelle, mon temps est compté personnellement entre ma vie perso, ma vie pro, et des fois passer un coup de fil sur mes heures pour les seules heures que j'ai de libre pour bosser, c'est un petit peu compliqué. Donc des fois je vais poser un cadre, je dirais écoute, je peux t'appeler entre telle heure et telle heure, mais par contre je peux pas t'accorder tout mon après-midi, non pas que je ne veuille pas, mais parce que je sais que si derrière, je vous donne un exemple très concret. Si je mets pas de cadre avec mes amis et que par exemple le coup de téléphone ça tarde et peut-être me prend tout mon après-midi, je ne vais pas travailler et après je vais pester. Je vais être énervée parce que j'ai passé mon après-midi, j'ai pas pu bosser comme je voulais, après je récupère mes enfants, etc. Du coup, je vais être super agacée. Probablement que je vais être agacée contre mes enfants, peut-être probablement aussi sur mon compagnon, et que quand ma pote la prochaine fois elle va m'appeler pour un truc, je risque de lui dire écoute, tu me saoules. Alors, bon, non, j'irai pas jusque-là parce que j'en suis pas capable de dire ça, mais en tout cas, je risque d'être agacée contre cette personne qui, elle, n'aura rien demandé. Là, vous voyez, c'est ma responsabilité. C'est pas elle qui m'a bouffé mon temps, c'est à moi de poser mes limites et de dire écoute, je peux t'accorder 10 minutes, un quart d'heure, une heure, ou vraiment là aujourd'hui je peux pas, est-ce que ça peut attendre? Parce que bien sûr qu'on veut être là pour nos amis, et c'est pas le souci. Mais c'est, vous voyez, juste de savoir poser nos limites. De la même manière, petite clé pour les sauveurs, c'est je n'aide pas quelqu'un qui ne me l'a pas demandé. Alors, des fois, c'est plus fort que nous. Ce qu'on peut faire, c'est dire à la personne, si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas. Ou, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et pas, est-ce que je peux faire pour toi? Parce que, est-ce que je peux faire pour toi? La personne est un peu coincée au pied du mur. Soit c'est oui, soit c'est non. Alors que dans le qu'est-ce que je peux faire pour toi, bon, ça sous-entend déjà qu'elle veut votre aide, donc vous voyez, c'est voilà, mais ça laisse une question plus ouverte. La personne peut répondre ce qu'elle veut. Et encore, moi, je me permets de vous conseiller, mais vous en faites absolument ce que vous voulez. Ce serait de dire, voilà, si jamais tu as besoin, si jamais je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas à me contacter. Voilà, je suis là. Et après, laissez la personne, vous voyez, et là, les victimes, je me tourne vers vous, c'est reprendre le pouvoir de sa vie, en fait. La laisser elle-même faire l'analyse de la situation, savoir si elle a envie d'aide ou pas, si elle a peut-être besoin de temps, mais la laisser déjà digérer peut-être la situation qu'elle a envie. Vous savez, des fois, on croit que pour aider une personne, il faut lui donner des clés, lui donner des solutions. L'écoute, parfois, fait beaucoup de choses. Quand vous écoutez une personne activement, quand vous reformulez ce qu'elle vient de vous dire, sans porter de jugement, vraiment une écoute active, bienveillante, tolérante, respectueuse et authentique, honnêtement, ça fait grave le boulot. Et parfois ça suffit parce que finalement la personne s'entend parler, et ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûre, soit vous, soit à quelqu'un de vous dire ah bah écoute, en te le disant là, je m'aperçois que, je réalise que. Parce que quand on se sent réellement écouté, on s'entend parler, et puis ça nous permet de réaliser des choses. Et là, je récupère le pouvoir de ma vie. C'est moi qui ai les clés en moi. Et ben, merci pour ton écoute et c'est super. Et vous voyez, on est dans quelque chose de respectueux et où chacun finalement sort gagnant et travaille en collaboration. Voilà. Alors, je ne sais pas si cet épisode vous aura un petit peu éclairé, mais voilà ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet, parce que encore une fois, je ne parle pas de dépendance affective, je ne parle pas de situation où vous êtes avec un pervers narcissique, etc. Et encore une fois, personne n'est coupable de la situation qu'il est en train de vivre, il est simplement responsable de rétablir la situation telle qu'il l'entend. Il y a vraiment une différence entre ces deux notions. Je n'incrimine personne, moi-même je suis tantôt une victime et parce que des fois c'est plus facile aussi, j'ai pas envie de prendre mes responsabilités et je préfère pester sur les choses ou qu'on vienne à mon secours parce que j'ai pas envie de me dire que j'aurais pu mieux faire. Vous voyez, et c'est totalement ok, nous sommes des êtres humains et c'est ok. C'est aussi savoir accepter les situations. Ok, bon bah là c'est pas très cool, je vais prendre le temps et puis quand j'aurai besoin, je demanderai de l'aide. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous partager ce soir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous le redis à chaque fois, mais pour le coup je retends la perche. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, des réflexions,
je suis d'accord, je suis pas d'accord, ou peut-être que ça fait écho en vous et que ça vous amène des questions. Voilà, je serais ravie aussi peut-être d'y répondre de manière informelle à travers un message Instagram ou à travers un épisode si peut-être que ça peut, si j'ai plusieurs questions dans le même sens. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Vraiment, j'insiste, mais n'hésitez pas à me faire des retours parce que des fois ça fait du bien d'avoir des retours, qu'ils soient positifs, je dirais pas négatifs parce que je pense que ça ne peut être que constructif, donc vraiment ne vous gênez pas. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. À très bientôt.